le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Deuxième sortie pour cette semaine en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Lionel François, Smith, Jean-Julien, Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, Amnesty accuse Israël d'avoir mis un système d'apartheid à l'encontre des Palestiniens. Cette organisation de défense des droits humains dénonce son système d'oppression et de domination instauré par Israël, où les Palestiniens sont discriminés sur tous les plans. L'État hébreu a rejeté en bloc de telles accusations. Voici un reportage signé Euronews. L'ONG Amnesty International accuse Israël de mener une politique d'apartheid envers les Palestiniens. Des propos vivement dénoncés par l'État hébreu, mais salués par l'autorité palestinienne en Cisjordanie et par le Hamas au pouvoir à Gaza. Dans son rapport, Amnesty dénonce un système institutionnalisé d'oppression et de ségrégation visant les Palestiniens. Qu'ils vivent à Gaza, Jérusalem-Est, en Cisjordanie ou dans le reste d'Israël, les Palestiniens sont traités comme un groupe racial inférieur et systématiquement dépossédés de leurs droits. La secrétaire générale d'Amnesty en appelle à la communauté internationale. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander à la communauté internationale de prendre des mesures fermes face aux crimes contre l'humanité perpétrés afin de maintenir le système d'apartheid. Le rapport d'Amnesty a été qualifié de délirant et déconnecté de la réalité par le chef de la diplomatie israélienne qui dénonce les dérives de l'ONG. Par le passé, Amnesty était une organisation respectée, plus maintenant. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas une organisation de défense des droits de l'homme, mais juste une autre organisation radicale qui se fait l'écho de la propagande, sans vérifier sérieusement les faits. Au lieu de chercher la vérité, Amnesty se fait l'écho des mêmes mensonges que les organisations terroristes. Le rapport d'Amnesty soutient également que les Palestiniens sont considérés comme une menace démographique par l'État hébreu. Selon des données officielles, quelques 6,8 millions de Juifs et autant d'Arabes vivent en Israël et dans les territoires palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, où Israël impose un blocus depuis 15 ans. Au Canada, des résidents et commerçants d'Ottawa incommodent par les manifestations. Ils sont moins nombreux, mais leur présence exaspère les résidents de la capitale. Le centre-ville d'Ottawa est paralysé pour une deuxième journée par des manifestants. Voici un reportage signé Radio-Canada. Vestige ordonné d'une nuit sans violence dans un centre-ville toujours paralysé par des résidents temporaires déterminés à tenir le coup. Oui, moi je pense que les camionneurs ils vont rester ici tant que ça ne bougera pas, puis qu'il n'y aura pas d'action du gouvernement. Garanti, c'est dingue. Jour 1! Jour 1 pour le reste du Canada et les Québécois. La vaccination obligatoire des camionneurs transfrontaliers est devenue un catalyseur. Les manifestants réclament la fin du masque, la fin du code vaccinal, la fin de l'immunisation obligatoire. Et depuis 48 heures, ils ont le sentiment d'avoir l'oreille du gouvernement. Et ces gens-là sont tannés. Je les comprends. Il faut donc maintenant faire en sorte que le gouvernement leur donne un peu d'espoir. À cela, le gouvernement répond qu'au-delà de la fatigue, c'est encore la science qui doit primer. Nous allons continuer de poursuivre les mesures nécessaires pour protéger les gens et pour mettre fin à la COVID-19. C'est pas un rassemblement de camionneurs à Ottawa qui constitue un avis scientifique au gouvernement. Rien pour calmer l'ardeur de ces poids lourds, prêts à ponctuer de leur klaxon la reprise des travaux parlementaires demain. Une perspective particulièrement désagréable pour les habitants du secteur dont la patience a atteint ses limites. Sans cesse le bruit, c'est sans cesse l'intimidation. Beaucoup de résidents nous contactent, nous partageant qu'ils ont peur. Ils ont peur de sortir de la maison. Puis dans la maison, c'est pas vivable justement par
par le bruit des camions. Combien de temps la capitale peut-elle se permettre d'être paralysée? Personne n'ose pour l'instant offrir de réponse. Ici Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Direction la Guinée-Bissau, des tirs nourris ont retenti mardi 1er février à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, près du palais présidentiel, où se tenait un conseil des ministres. La situation est confuse, mais la CEDEAO a déjà condamné la tentative de coup d'État et demandé aux militaires de retourner dans leur caserne. La correspondante France 24, Sarah Sako, va faire un zooming sur la situation pendant la Guinée-Bissau. Des tirs nourris donc ont retenti à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, près du palais du gouvernement où se tenait un conseil des ministres. Le chef de l'ONU demande l'arrêt immédiat des combats à Bissau. La CEDEAO condamne une tentative de coup d'État. On retrouve tout de suite Sarah Sako, notre correspondante à Dakar, au Sénégal. Sarah, que se passe-t-il en Guinée-Bissau? Quelles sont vos informations? D'après nos dernières informations, des tirs ont repris, mais cette fois du côté de la base navale de Bissau. Alors ça se trouve à un peu plus d'1 kilomètre du palais du gouvernement où les précédents tirs ont été entendus. Et c'est là où se trouvent les troupes para-commando du pays. La situation est très compliquée, difficile de savoir où est le président Embalo et son entourage. J'ai pu joindre, mais alors très rapidement, un de ses proches conseillers qui m'a dit exactement « Je ne peux pas vous répondre, madame. Nous sommes dans une situation très compliquée. » C'est donc toujours la confusion, vraiment très peu d'informations. Et donc ce que je peux vous dire, c'est que les premiers tirs ont été entendus à la mi-journée dans ce palais du gouvernement où donc tous les institutionnels pratiquement étaient réunis autour du président Embalo. Il y a eu un assaut lancé par des militaires qui ont affronté pendant quelques 45 minutes d'autres militaires. Et aujourd'hui, tous les sites stratégiques sont bouclés par l'armée. Difficile de s'approcher. Les témoins à qui j'ai pu parler sont incapables de s'approcher de ces militaires très nerveux. Voilà comment ils les décrivent. Vous l'avez dit, les premières réactions internationales commencent à arriver avec cette condamnation de la CEDEAO de, je cite, cette tentative de coup d'État. Merci Sarah Sako en direct de Dakar. Nous resterons toujours sur le continent africain, cette fois-ci direction le Sénégal. L'armée sénégalaise a annoncé la mort de 4 de ses soldats à l'ouest de la Gambie, près de la frontière avec la Casamance. 3 militaires sont morts lors des combats. Un autre a succombé à ses blessures le 27 janvier, après une évacuation sanitaire. 7 autres soldats ont par ailleurs été pris en otage. Voici un reportage signé Africa News. L'armée sénégalaise a annoncé la mort de 4 de ses soldats à l'ouest de la Gambie, près de la frontière avec la Casamance. 3 militaires sont morts lors des combats et un autre a succombé à ses blessures le 27 janvier après une évacuation sanitaire. 7 autres soldats ont par ailleurs été pris en otage. Les soldats tués faisaient partie du contingent de l'ECOMIG, la mission ouest-africaine en Gambie mise en place par la CEDEAO et qui lutte notamment contre le trafic de bois. Du bois qui serait coupé illégalement en Casamance et qui serait revendu à la Gambie, qui l'exporterait ensuite vers la Chine. Les affrontements à l'origine de ces décès ont eu lieu avec les rebelles présumés du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Cette région touristique du Sénégal possède d'immenses ressources naturelles et des forêts luxuriantes. Elle est aussi le théâtre d'un conflit oublié, vieux de près de 40 ans. Depuis 1982, une rébellion armée réclame son indépendance. Direction l'Angleterre, Boris Johnson en pleine tempête politique. Le Premier ministre britannique a présenté ses excuses hier lundi, devant le Parlement. Le rapport interne sur le Partygate dénonce de graves manquements pendant le confinement. Voici un reportage signé TV5 Monde. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. Je suis désolé pour les choses que nous n'avons tout simplement pas comprises. Et je suis également désolé pour la façon dont cette affaire a été traitée. Les excuses étaient attendues, tout comme les critiques. Elles ont été violentes contre Boris Johnson. Elles sont venues de l'opposition. Le Premier ministre devrait faire ce qu'il faut et démissionner. Bien sûr, il ne le fera pas car c'est un homme sans honte. Mais aussi de son propre camp, les conservateurs. Soit mon très honorable ami n'avait pas lu les règles, soit il ne comprenait pas ce qu'elles signifiaient, soit il ne pensait pas que les règles s'appliquaient à lui. Quelle est la réponse ?
Face au tir croisé, Boris Johnson, dont la popularité s'est effondrée, a promis de tirer les leçons de ses erreurs. Il fait face, mais le coup est rude. Le rapport pointe 16 événements organisés dans la résidence du Premier ministre. Garden party, fête de Noël ou d'anniversaire, pot de départ. Le tout organisé entre 2020 et 2021, parfois en plein confinement, avec en prime consommation excessive d'alcool. L'auteur de l'enquête pointe un défaut de leadership. Boris Johnson, également visé pour les mêmes faits par une enquête de police, a déclenché une contre-offensive. Un projet de loi lié au Brexit, un haussement de ton contre Vladimir Poutine. Pas de quoi calmer pour l'instant les spéculations sur son départ ou son éviction. Et voilà, c'est le terminus de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Production et de réalisation Téli Belthorpe pour le compte de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Présentation Erlich Dorilas. Couleur du temps pour aujourd'hui, Boston. 34 degrés Fahrenheit, moins 1 degré Celsius. En ciel sans soleil, Jacmel, 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Il y a mon petit chat qui m'apporte le sourire aux lèvres ce jour-ci pour cette page internationale. Eh bien, on passe un excellent mardi. Bonsoir Lionel, bonsoir Robin, bonsoir Smith, Jean-Julien. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorilas.